Non, je vous dirai pas bonjour, que vous passiez une bonne journée ou non, ça m'est égal. Bienvenue dans cet épisode consacré à la télé-réalité. La télé-réalité, vous connaissez tous, et quand on vous demande ce que vous en pensez, vous trouvez tous que c'est de la merde. Mais, quand on regarde les chiffres d'audience, on s'aperçoit qu'il y avait 8 millions de téléspectateurs devant Love Story, soit un connard sur deux. Alors effectivement, Love Story, c'est pas tout jeune, mais quand on voit les chiffres actuels, ça tourne quand même autour des 4 à 5 millions de téléspectateurs. Ça fait beaucoup de cons en France, d'où la création de cet épisode. L'origine de la télé-réalité, ce sont les reality shows, comme Cops aux États-Unis ou Perdu de vue dans les années 90 avec notre ami Jacques Pradel. La télé-réalité bien grasse est apparue en France dans les années 2000 avec Love Story, Koh-Lanta, Star Academy, l'île de la Tentation et tout le reste. Ce concept démarre en Europe en 99 avec Big Brother. Le succès est simple, les producteurs font appel au voyeurisme du téléspectateur, tout en les incitant à voter, en leur faisant croire qu'ils ont une influence sur ce qu'ils regardent. Des études ont montré que la production nous pousse à préférer un candidat plutôt qu'un autre, en imposant différents temps de parole et d'apparition dans un épisode. Dès le début de l'émission, elle sait qui elle veut faire gagner, le candidat qui pour elle a le plus de chances de faire une carrière et de faire parler de lui. Après avoir fait son choix, elle n'a plus qu'à manipuler les téléspectateurs pour qu'ils aient le même avis. C'est peut-être parce que je suis en train de lire l'étude, connard. Pour la peine, je citais Estelle Lebel, professeure au département d'information et de communication. On dit aux téléspectateurs qu'ils vont voir de la réalité, mais on leur montre des émissions construites, mises en scène, où les acteurs ont reçu une formation au moins minimale pour jouer devant la caméra. Si ça, c'est pas prendre le téléspectateur pour un con, je sais pas ce que c'est. Comme je le disais tout à l'heure, l'une des raisons qui vous pousse à regarder ce genre d'émission, c'est le voyeurisme. Vous passez donc votre temps à regarder des gens stupides en train de glander dans une maison. Il n'y a aucune différence avec le fait d'aller regarder sa voisine prendre sa douche. Ah si, il y en a peut-être une. La prison. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'un faible d'esprit ou pire, un malade mental fera la différence entre l'accord des pseudo-acteurs de cette émission et l'immoralité de mater sa voisine sans son consentement? Bref. Et pour que tout ça fonctionne, les équipes marketing mettent le paquet. On les voit partout, magazines, programmes télé, radio, internet, sans parler du bouche à oreille. Que vous le vouliez ou non, vous êtes au courant qu'une émission commence et vous pouvez même citer les participants. Ils utilisent aussi le principe du buzz. Pour augmenter le taux d'audience, ils demandent aux acteurs, ou participants pour les plus têtus d'entre vous, de faire ou dire des choses les plus stupides possibles. Les téléspectateurs comprennent bien ce qu'ils viennent d'entendre et de voir, et se sentent moins cons que les 10 acteurs. C'est le principe de la flatterie, une autre méthode de manipulation. Et pour mieux visualiser les fameux buzz de stupidité, je vais vous en mettre quelques exemples. Allez, c'est parti pour l'exemple le plus connu. Il n'y avait pas de shampoing. Ah, allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Prototype même de la pétasse inutile et futile. Continuons. Aurélie et Samir rentrent dans la maison. Aurélie, elle arrive. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Je pense pas qu'on puisse être aussi stupide. Louper l'intégralité de la scolarité à notre époque, c'est pas jouable. Voilà, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les dindes non plus. Non mais allô? Je suis une hit girl. Non, moi je peux plus l'écouter, elle me gonfle. Et les gens l'adorent. Je comprends pas. Je comprends pas. Comment peut-on idolâtrer la stupidité humaine? Je comprends pas. Comment? Du coup, j'ai voulu en savoir plus, j'ai demandé à ma fille, et elle m'a sorti, mais on s'en fiche, elle est trop belle. Elle ressemble à un canard avec des boobs énormes, je vois pas en quoi elle est belle, quoi. Bref, passons à la suite. Pourquoi on a une moitié de vide comme ça?
le soleil il est là-bas, mais la lune elle est là-bas, je comprends pas, attends. Ah ouais. Donc en fait, on est dehors avec Misha, et à un moment, je regarde la lune, et je me dis, quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas? Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Ça Alors moi je pensais qu'il y en avait moins de 2, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais toi elle est là. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, Ouais. comment en France ils l'ont aussi? C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Mais on a toujours la même lune. Alors, on est à 11 heures d'avion, mais on a la même lune. D'où t'as déjà vu qu'il y avait 2 lunes qui... Je me dis, mais elle se fout de ma gueule, c'est pas possible. Et non, elle croit vraiment qu'il y a 2 lunes. Bah, c'est logique pourtant. Mais si la lune elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Mais elle est en France de 3 heures de décalage. C'est-à-dire que, par exemple... Nous on met 11 heures d'avion, mais la lune elle met 3 heures. Je t'explique. La lune, on la voit à peu près à 8 heures du soir. On va dire à peu près à 8 heures du soir. Donc à 8 heures, tu la vois ici. Et en France, je crois qu'il est 7, 6, 5, il est 5 heures. Donc 3 heures après en France, tu la vois. Ou vice-versa. Tu vois ce que je veux te mais dire? si on est ici, comment il a... Ça reste quand même là. Oh putain, la suite, vite. On va pas aller sur le dos de la cuillère, hein. Moi, je vous le dis. Ils récoltent ce qu'ils ont assumé, là. C'est pas une fois qu'on a chioli qu'il faut changer les draps. Il y a quelque chose là, il y a une couille dans le pâté. C'est à la Walligan quoi. Excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. Je suis tombée dans un disque vicieux, je me suis renfermée. Quand on écoute un mini parler, c'est vrai qu'il y a des choses qui cohèrent. Il pète, il prend son cul pour une trompette. C'est là. Moi, je suis illimitée, je suis obligée de le faire ou pas? Je suis quelqu'un qui est très intérioriste. C'est vraiment le yin et le yang entre nous deux. Donc voilà, on se complète. Faut qu'ils redescendent d'un pied et de dessous. Ton plan macabolique, ordure. Je pense que Maxime aime très Julie. Puis alors moi, je vais me faire empapaouter, quoi. J'ai eu de la peur, là. C'est la peur des percussions que ça t'apprend. Mais un petit peu angoisseuse, hein. Enfin, l'angoisse. Vous en pensez quoi, honnêtement? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est Pas grave? vous, mesdames, je sais que vous êtes formidable. Mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon, alors ça, Vous avez envie de dire quelque chose, Marie-France? No comment. Ouais. C'est Chantal? pas tellement fait pour être commenté, ceci. Non, mais en même temps, c'est un peu sec, quoi. On ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas? Mais oui, non, mais je dis qu'on n'est pas forcément en télé-réalité, je ne l'étais pas moi-même, c'est vrai, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses, exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça, et on n'est pas pour autant débiles, voilà, on passe bien. Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours. Ne confondons pas, essayez de voir quelque chose de brillant Il y a pas de et discours. se prendre la tête. Il n'y a pas de On discours. ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui regardent? Très Je vous regardé. félicite alors ça. mais franchement. hein? Ça veut dire qu'ils ont Justement. Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, Je pense que c'est grave parce que la publicité regarde. La France est grave. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? D'abord sur le mot réalité. Ce qu'on voit à la télévision, que ce soit le journal de 20h ou le Loft, ce n'est pas la réalité. C'est un discours. Non, c'est quelque chose qu'on nous présente comme étant la réalité. Et moi, pour, contre, je trouve que c'est pas intéressant comme débat. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on vit, sur la société, sur la dictature médiatique, sur tout ça. D'abord, j'aime bien qu'on équilibre les choses. Je dirais la chose effectivement qui finalement nous apparaît comme étant un phénomène nuisible, mais qui apparaît à son paroxysme dans la télé-réalité, mais qui apparaît à tous les niveaux, dans toutes les émissions. Et comme vous le disiez, de plus en plus, les codes de la télé-réalité, on les voit partout, puisque maintenant, on nous passe des émissions, on nous montre une image, et il y a quelqu'un qui nous explique ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se faire une idée par nous-mêmes de l'image qu'on est en train de voir. Il y a un commentaire qui nous indique comment on doit penser et voir la chose. C'est remplacer finalement le talent par la notoriété comme valeur de référence.
C'est ça pour moi le grand crime, le grand péché, et ce qui, à un moment donné, est moteur de décadence sociale à travers le monde médiatique. Et le côté positif, je voulais dire que des gens inconnus il y a des 15 jours, simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans un loft, sont devenus plus célèbres que des chanteurs et des acteurs. Mais en même temps, la télévision, c'est ça. C'est-à-dire que la télévision, c'est pas le territoire du talent ou de l'art ou de la création. Ça ne l'est plus en tout cas. Maintenant, ça n'est que le territoire de la notoriété. Et c'est là où finalement, quand je disais la phrase de Cocteau, un mensonge qui dit la vérité. Finalement, cette télé-là nous a dit enfin la vérité sur la télévision. Et ça, finalement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on a appris sur nous-mêmes, parce qu'on est tous responsables. On a les télévisions qu'on mérite, on a les gouvernements qu'on mérite. Faut pas dire vous, faut dire nous. Et on a tous appris finalement qu'on avait basculé quelque part et qu'on n'était plus vraiment forcément à la recherche de l'art, du talent, mais qu'on était finalement avec la télévision dans une relation avec la notoriété, et que cette relation n'était pas forcément une bonne chose pour notre propre développement intellectuel. Mais alors, justement, quand on regarde la télé, qu'est-ce qu'on attend à la télé-réalité de tous? Quel est notre rêve secret? C'est de voir la jeunesse foutre un coup de boule à Castaldi. On attend le clash. Vous parlez de l'animateur de l'émission. Oui, voilà, ou Castaldi ou un autre. On attend que ça pète. On se dit, c'est pas possible. Ils peuvent pas aller si loin dans la servilité absolue. On veut qu'ils cassent tout, qu'ils cassent les caméras. On attend de la jeunesse le minimum de rébellion et de désobéissance. Et qu'est-ce qu'on a? On a un mythe qui plaît peut-être à certaines catégories complètement désabusées des jeunes. C'est le mythe d'une jeunesse totalement larbine, qui est prête à pincer les fesses de son voisin pour 3 000 € de plus dans la cagnotte, avec une voix, la voix de Dieu, qui donne des ordres et des instructions. Ce mythe de la jeunesse totalement servile, qui n'est pas fauteuse de troubles, qui se soumet, une jeunesse bini-oui-oui, c'est un mythe qui entre en connexion avec la politique d'aujourd'hui. La télé-réalité, c'est la matrice politique de la jeunesse de demain. Pour aller plus loin et pour rebondir. Ici la voix. Cet épisode se termine et on peut conclure que tant qu'il y aura des cons pour regarder de la merde, il y aura de la merde pour les cons. Alors pitié, arrêtez, éteignez vos télés.